Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie de SARS-CoV-2 ? Alors, encore une fois, ce virus, on va voir, est un virus qui comporte un certain nombre de variants. Donc on ne peut pas... tout ce qu'on peut regarder, c'est l'épidémie des différents variants qui se succèdent. Donc comme je vous ai montré, sur ce premier variant sur lequel nous avons travaillé, qu'on a appelé le Marseille 4, vous voyez, au début, il y a une mutation bénéfique pour le virus, pas pour nous, qui entraîne une augmentation très rapide du nombre de cas. Chaque point, c'est un génome qui a été séquencé, donc c'est un cas. Et puis, petit à petit, et vous voyez ça, celui-là, c'est celui du Visan, petit à petit, la majorité d'entre eux accumulent des mutations. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est un cliquet, ce qu'on appelle Müller-Rachet en virologie, qui fait qu'elles s'accumulent, et ce sont des toutes petites mutations qui n'ont pas un effet très sévère, mais qui, à force de s'accumuler, font que les virus perdent de leur infectivité et disparaissent. Et puis, de temps en temps, il arrive un phénomène qui fait qu'un nouveau variant apparaît, là, dans le 4 bis ou le 4.1.1, en fonction du moment où on l'appelle, et ce variant-là a une nouvelle dynamique qui prend le dessus sur les autres et qui entraîne une grande multiplication, puis qui va s'épuiser lui aussi. Et c'est ce qui expliquait l'épidémie à deux dos de cette époque-là, puisque cette époque-là, c'est décembre-janvier. Ce qui est très intéressant, c'est que la mutation qui va présider à l'apparition de ce mutant est une mutation qui coupe un des rares gènes de ce virus. Déjà, ce virus est très condensé, ça coupe en deux ce qu'on appelle l'ORF8, et donc c'est assez étrange de voir qu'en perdant cette capacité d'information, il devient plus virulent. C'est étonnant, mais ça n'est pas du tout unique, puisque ce qui va faire le mutant dit alpha qu'on appelait UCAR, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça commence avec l'interruption, la disparition de cet ORF8 qui va entraîner cette épidémie extrêmement importante. Et ce qu'on voit dans cette épidémie, vous voyez, là c'est transparent sur cet élément. Vous voyez que quand on vous parle de R0, autre chose comme ça, c'est pas vrai. R0, c'est, on regarde tout ça et on vous dit, voilà, le taux de multiplication du virus, c'est ça. C'est pas vrai du tout. Le virus, au début, il se multiplie lentement et puis il y a une accélération. Donc il semble que, au départ, les mutations qui apparaissent sont plutôt bénéfiques pour le virus, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Et au bout d'un moment, puisque ces mutations sont irréversibles, eh bien, les mutations ne peuvent plus accumuler les unes après les autres qu'aller avec une diminution de la vivacité du virus. Et donc, petit à petit, le virus s'étiole. Donc là, on voit très bien, l'un en dessous de l'autre, on voit très bien, ça commence, on voit, ça commence lentement, puis il y en a de plus en plus, et puis ça s'épuise au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure que les mutations se sont accumulées. Donc c'est quelque chose qui est très connu, je reviendrai dessus, parce que c'est les gens qui travaillent sur les virus des animaux qui ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est très connu, c'est comme ça que ça se passe dans les virus ARN. Et alors où est-ce qu'on en est ? Pour revenir à la question, ben là, ça c'est le virus indien. Eh bien, vous voyez que là, on n'en est pas là encore. Vous voyez que là, le point où on en est, ça c'est les dernières données qu'on a. Les dernières données qu'on a, on n'en est pas là. On est derrière le grand pic qui était là où il y a une densité extrême. Donc c'est moins dense, mais on n'est pas encore à l'épuisement des mutations qui rendent le virus inactif et qui l'amènent à disparaître. Donc c'est un élément intéressant. Donc sur ces éléments, vous voyez, comment naît un variant, parce que là on a un sous-variant, il y a une mutation qui apparaît, pouf, et cette mutation elle peut apparaître dans différentes branches du virus et entraîner une nouvelle épidémie qui va arrêter plus ou moins rapidement. Mais vous voyez que celle-là n'est pas finie encore et elle n'est pas encore bien contrôlée. Concernant la vaccination, les politiques qui sont mises en œuvre, que pouvez-vous dire ?
Je crois que là aussi, c'est très important d'essayer de prendre du recul par rapport aux projets qui nous occupent, parce que sinon, on arrive toujours à des simplifications qui, de mon point de vue, sont abusives. Enfin, c'est comme ça, c'est le rôle de la presse de dire en 3 mots des choses qui nécessitent un peu plus de réflexion que ça. Donc, un élément qui est très intéressant, c'est les coronavirus, bien sûr, c'est pas du tout nouveau. Et les coronavirus, ça représente un problème extrêmement important sur le plan vétérinaire, parce que ça donne une bronchite chez les poules, et donc ça a une importance économique absolument considérable. Ça décime les poules régulièrement, les élevages de poules. Hein. C'est que ces élevages intensifs, il s'agit des poules, des cochons, des visons, favorisent bien entendu les épidémies, parce que du fait de la proximité des animaux entre eux. Donc plus une population est dense, c'est ce qui nous arrive avec nous, nos mégapoles. Hein. Plus une population est dense, en France, on voit bien, il y a moins de cas dans les zones rurales que dans les zones urbaines hyper denses. Hein. Donc c'est la même chose pour les animaux. Et donc, eux se battent contre les coronavirus depuis extrêmement longtemps. Et donc, ils ont une politique qui a été évaluée, une politique vaccinale. Et donc, vous voyez, c'est des travaux qui ne sont pas très récents, donc qui sont... celui-là est de 2017, celui-là il est de 2007, vous voyez. Et donc ils savaient déjà que il y aurait des nouveaux sérotypes et des variants qui émergeraient en permanence. Donc moi j'ai décrit ces variants pour l'homme que les gens n'avaient jamais entendu parler, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la littérature sur les coronavirus, parce que c'est écrit, hein, que ça fait sans arrêt de nouveaux variants. Et donc qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose ça pour les poules, je redoute que ce soit la même chose pour les hommes, on va le voir, c'est que ces nouveaux variants posent des problèmes pour la vaccination. Et eux, ils ont testé toutes les sortes de vaccinations, aussi bien les vaccins atténués, c'est-à-dire le virus est vivant mais moins virulent, le vaccin inactivé, c'est-à-dire le virus est tué, très concentré, que les vaccins moléculaires. Et ils arrivent à la même question, et les mêmes problèmes que nous, dont je vais vous parler chez l'homme, c'est que malheureusement, les vaccins ont une efficacité qui est limitée dans le temps, d'une part, et d'autre part, les vaccins ont une activité limitée sur les variants. Et la nature de ces virus, ça les amène à faire des variants. Ce qui fait que la lutte contre ces maladies virales est extrêmement complexe par la vaccination, très très compliquée. Et en tout cas, les vétérinaires, pour lesquels c'est un enjeu considérable, c'est extrêmement cher. Le coût de ces épidémies n'ont pas pour l'instant trouvé de solution. Hein. Donc c'est compliqué, et les virus ARN restent, pour les infections aiguës, restent toujours aussi compliqués et toujours aussi difficiles. Et ça amène d'ailleurs à réfléchir, en plus, les variants émergent très souvent quand il y a un changement d'espèce. C'est-à-dire que quand un virus change d'hôte, ça s'associe à des mutations très importantes qui peuvent retourner chez l'autre, le premier hôte. En tout cas, ça peut passer de l'homme au vison, par exemple, et repasser du vison à l'homme, ce qui ne veut pas dire qu'il soit plus méchant quand il est passé chez le vison, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas moins méchant non plus, c'est imprévisible. Donc il y a des fois, il semble bien, il y a d'autres auteurs qui commencent à regarder ça, qu'à la racine d'un certain nombre de variants qui sont apparus chez l'homme, il y avait des mutations qui étaient apparues d'abord chez le vison, par exemple celle dont on parlait, là, qui casse en deux l'ORF8, ce sont des mutations qu'on a vues chez le vison, qui sont banales chez le vison aussi, et qui sont à la racine de ce qui est ce qu'on a vu avec le variant anglais. Donc ça pose un problème, et bien entendu, comme c'est une zoonose, ça pose un problème pour les animaux, les gens qui les élèvent, parce qu'ils ne veulent pas que leur bestiole meure. Puis ça pose un problème pour nous, parce que si on fait des allers-retours, qu'on fait des ping-pong avec les visons, on n'arrivera pas à se débarrasser de ça. Et donc, il y a des stratégies vaccinales qui ont commencé à être mises en place sur une très large échelle. Alors, en Russie, avec leur vaccin Carnivac, là, qui commence à distribuer autour. En Finlande, on commence pour pouvoir vacciner. Alors en Russie, ils proposent aussi de vacciner les animaux familiers, les chiens, les chats, parce que les chiens et les chats sont susceptibles d'être infectés. On a publié les premiers cas chez les chiens en France. Les chats, on sait depuis longtemps qu'ils sont susceptibles, ils ont les mêmes récepteurs, les félins en général. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la lutte contre le virus en termes de zoonose. Et
chez l'homme, est-ce que ces variants ont un impact sur la survenue de la maladie? Oui, c'est assez clair. Donc, d'ailleurs, je suis content. C'est pas que le New England ne publie que des choses intelligentes. Ils ont beaucoup dérivé depuis 2 ans dans cette affaire. Mais enfin, là, il y a un papier qui montre que dans un endroit dans lequel ils ont vacciné à très très haut niveau, hein, puisque c'était un système de santé, eh bien, ils ont vu apparaître des cas chez les vaccinés à un niveau inférieur à celui des non-vaccinés, bien sûr. Donc, il y en avait plus. Il y a un effet protecteur hein, qui est en fonction des endroits qui est évalué de manière plus ou moins élevée. Et surtout, ils trouvent une différence avec le délai d'apparition chez les vaccinés, où ils considèrent que après quelques mois après la vaccination, en réalité, le nombre de cas augmente d'une manière très significative. Il y a 3 fois plus d'infections après quelques mois après la vaccination que quand c'est juste après la vaccination. Ce qui veut dire que la durée de la vaccination dépasse pas probablement de la protection intense de la vaccination, ne dépasse probablement pas beaucoup 6 mois, qui veut dire que au moins chez les sujets qui sont à risque, c'est-à-dire tous ces cas-là ont fait des formes banales, hein, chez les sujets à risque, il faudra réfléchir à est-ce qu'il faut faire une 3e vaccination. Après, c'est pas une question si simple. Vous voyez, nous, on a des données qui sont comparables avec ça, hein, avec le nombre de patients vaccinés infectés. Et alors, c'est pas une donnée si simple. Ils essaient de mesurer, eux, ce qui est dû comme cause au variant indien, qui est en rouge sur ce papier. Et nous, on a regardé de la même manière. Donc, si on regarde sur maintenant les 2000 personnes qui ont reçu 1, 2 ou 3 doses vaccinales, hein, ce par quoi ils ont été infectés, on voit que très notablement, ils ont été infectés par l'Indien, comme eux, mais c'est un peu biaisé par le fait que c'est la maladie qui est épidémique maintenant. Mais si on regarde la proportion d'infectés par un variant pendant que la maladie sévissait, on voit que la proportion des gens qui ont été infectés par le variant anglais qui étaient vaccinés était de 17%, alors qu'elle était de 4% pour les Anglais, bien que les Anglais aient circulé, enfin surtout au début de l'épidémie. Donc il semble bien que les variants, comme pour les poules, soient moins protégés, on est moins protégé contre ces variants que contre ceux pour lesquels les vaccins ont été vaccinés, ce qui est raisonnable, ce qui est la même chose qu'on voit pour la grippe. En pratique, la leçon que l'on peut tirer pour les humains comme pour les poules, c'est que il faudra probablement réfléchir à avoir un réajustement des vaccins basé sur les données qu'on a sur les variants circulants. Les derniers vaccins, les derniers variants circulants devront être intégrés au vaccin pour pouvoir protéger contre ceux qui circulent. Donc il n'y aura pas un vaccin qui protégera tout le monde, tout le temps, et contre tous les variants à la fois, mais je ne suis pas inquiet. Il va y avoir beaucoup de discussions à propos maintenant de la thérapeutique précoce de ces maladies, parce que l'industrie pharmaceutique sort des nouveaux médicaments qu'on va pouvoir donner chez les gens qui sont malades précocement, et donc ça fera un marché colossal, et donc une information considérable sur le traitement précoce qui ira, et donc on entendra les mêmes qui disaient que le vaccin marchait à tous les coups, et dire le vaccin ne marche pas à tous les coups, et donc il faut absolument tester de nouveaux médicaments pour pouvoir traiter les gens précocement, puisque le vaccin ne marche pas à tous les coups. Vous verrez des retournements de position qui seront intéressants à observer. Voilà. Merci beaucoup.